bonjour à toutes et à tous. On est ravis d'être avec vous grâce à l'Institut français d'Amérique latine. On va parler de bande dessinée, de science-fiction, d'adaptation et puis d'anticipation, forcément. On a le plaisir donc d'avoir deux auteurs qui sont quand même assez connus en France, notamment grâce à leurs œuvres ou à cause de leurs œuvres. Ce sera après à nous de décider si c'est grâce ou à cause. On va commencer avec Alain Damasio. Alain, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes en ce moment l'auteur de science-fiction le plus lu de France. Vous avez commencé avec La Horde du Contrevent et on va parler de La Horde du Contrevent principalement aujourd'hui. Plus récemment, vous avez sorti Les Furtifs. Vous êtes maintenant régulièrement interviewé dans les grands médias mainstream pour donner votre avis autour de l'actualité, mais aussi pour donner aussi une analyse du monde qui nous entoure. Vous mettez en garde notamment les lecteurs et vous prenez la furtivité numérique. Vous prenez aussi le faire ensemble, puisque dans Les Furtifs, votre dernier roman, vous proposez une utopie aussi. Vous dénoncez une dystopie, une France qui devient dystopique, mais vous proposez une utopie communautaire et comment on se retrouve et comment c'est les liens humains qui permettent de changer la société et changer aussi un monde de plus en plus surveillé, de plus en plus contrôlé. Et tout ça a commencé, on va dire, les prémices sont dans la zone du dehors, mais qui s'est révélé au niveau du grand public grâce à La Horde du Contrevent, qui est un livre qui s'est vendu, je crois, à plus de 400 000 exemplaires, ce qui est en France, ce qui est énorme. À vos côtés, on a comme le plaisir de discuter et de rencontrer pour la première fois, en tout cas pour moi, Eric et Nino. Eric et Nino, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc dessinateur, mais aussi scénariste. Vous avez travaillé sur de la SF, notamment sur Carthago, mais aussi sur World War, l'autre Deuxième Guerre mondiale, donc qui était une uchronie. Et plus récemment, vous avez décidé d'adapter La Horde du Contrevent. Alors, lourde tâche et lourde mission pour un livre qui paraissait au début inadaptable ou difficilement adaptable. Et c'est vous qui avez décidé de vous lancer dans cette folle aventure. Pour ceux qui ne le connaissent pas, puisque là, nous, on est entre Français et pas mal de Français qui aiment la science-fiction connaissent La Horde du Contrevent. Pour nos amis d'Amérique latine, donc La Horde du Contrevent raconte comment 23 personnes vont verser, donc c'est dans un monde bien sûr science-fictif, dans un monde imaginé, où comment 23 personnes vont essayer de survivre dans un monde balayé par les vents. Et c'est une équipe, un groupe qui est formé depuis le début, depuis l'enfance, et ils avancent au fur et à mesure, et au fur et à mesure ils disparaissent. Donc c'est un roman qui est multiple, hein, qui n'est pas que de la SF. C'est plus que de la SF, c'est une expression que j'affectionne particulièrement, que j'ai créée grâce à Alain Damasio. Et c'est un roman aussi qui travaille la langue. Donc ça, c'est aussi extrêmement intéressant puisque Damasio est aussi connu en France pour son travail sur la langue. Et donc, du coup, ça va me permettre d'attaquer avec Eric. On va pas commencer avec Alain, on va commencer avec Eric. Ouais, il y en a. Vraiment, savoir la première fois où, Eric, tu as lu La Horde du Contrevent et quel effet ça t'a fait? Alors, la première fois, ça remonte à un bon moment quand même. C'est un copain dessinateur qui me l'a mis dans les mains, qui m'a dit, dis ça, c'est super. Et effectivement, ça m'a vachement marqué. C'est une lecture qui m'a. C'est plus que ça m'a plu. Ça m'a vraiment marqué. Voilà. Après, l'idée d'en faire une BD, c'est pas venu tout de suite par contre. C'est pas en lisant, je me disais pas tiens, ça ferait une super BD. Je sais pas, c'est venu plus tard, étrangement. Je sais pas pourquoi, d'un coup, ça m'est venu en tête et je ne me souviens pas, je me souviens plus comment ça m'est venu cette idée. Ah oui, si, je crois que c'est ça. En fait, je réfléchissais à. En fait, vous avez parlé des précédents bouquins que j'ai faits. J'ai toujours travaillé avec des scénaristes en fait précédemment. Et puis j'avais très très envie d'écrire mes propres histoires. Bon bah avec la Horde c'est raté, hein, donc c'est pas le mien. Mais en tout cas j'avais envie comment dire, de me lancer vraiment, d'apprendre l'écriture de scénarios en fait. Et je me suis dit bah tiens je pourrais me faire les dents sur le roman d'Alain, c'est une bonne idée. Et, non en fait je sais pas, naïvement je me disais que faire une adaptation ça serait plus facile que de créer mon propre univers. Moi, je trouve que c'est plus dur, mais en fait. Bah, je m'en Ouais. suis rendu compte petit à petit, en fait, Ouais. mais au début, voilà, je pensais vraiment que ça sera plus simple. Après, oui, d'une certaine manière, ça facilite les choses et d'une autre, ça la complexifie, mais
Mais ce qui est certain, en fait, c'est que je voulais vraiment me lancer, par contre, sur un projet où je me sentais investi complètement. Voilà, voilà ce qu'il y a dans la Horde, moi, je colle à 100%. Enfin, voilà, je me sens très, très proche de l'écriture, de ce qui est dit, de ce que les personnages vivent. Enfin, voilà, je me sens vraiment. Il n'y a pas un moment où je me sens en désaccord ou en réserve par rapport à quelque chose. Enfin, voilà, et je me disais que même passer une dizaine d'années avec ces personnages-là, ça m'irait très bien en fait. Donc, c'est ça qui m'a fait que je me suis. Et ça se dément pas, ça fait un moment que je suis dessus et c'est je impressionnant. suis toujours aussi passionné, ça me plaît toujours autant. Et puis ce qui est super, c'est que en tout cas ce qui est mérité, c'est que le succès est au rendez-vous, puisque vous avez fait volume donc de la Horde du Contrevent. Vous avez vendu à peu près 70 000 albums, ce qui est quand même énorme Ouais, ouais, c'est pour le marché de la bande dessinée. Et voilà, c'est vrai que c'est devenu rare maintenant d'avoir des succès à 50 000. Le premier volume s'est vendu à peu près 50 000 exemplaires. Donc c'est devenu assez rare de faire des chiffres comme ça. Mm. Donc c'est vrai que c'est aussi agréable de voir que un projet fonctionne dans un monde où la surproduction est quand même omniprésent, que ce soit en bande dessinée ou en SF. La surproduction est partout quand même. Mm. Bah, je pense qu'après, une des choses aussi qui m'aide beaucoup, c'est qu'effectivement, le nom d'Alain Damasio et la Horde du Contrevent n'est pas forcément inconnu du grand public. Donc évidemment, ça aide aussi à sortir du lot. Ça, c'est sûr. Ouais, en Ah, même temps, c'était extrêmement risqué parce que ça pouvait parfaitement se retourner contre la BD. C'est-à-dire que ça aurait été sans pitié si les gens s'y retrouvaient pas. Comme c'est un livre, effectivement, où il y a pas mal d'aficionados, il n'y a rien de pire qu'une adaptation où les gens se retrouvent pas. Et il y avait un risque énorme. Enfin, moi, je trouve qu'il a pris un risque énorme, Eric, en le faisant. Ça pouvait vraiment être complètement contre-productif. Et en fait, les gens ont très, très bien réagi, ont très, très bien suivi, quoi. Donc, mais c'est pas du tout évident d'adapter, quoi. Encore plus un livre qui a sa réputation. mais en fait, je ne savais pas tout ça. Enfin, Ouais, tu te souviens, tu m'avais ouais, dit, c'est mais vrai. tu sais que j'en ai vendu tant, etc. Je fais, non, je sais pas. Mais heureusement, je pense qu'il y a des Mais c'est choses vrai qu'il que je vaut mieux pas savais pas. savoir Je savais pas. avant de le faire. En fait, moi, c'était vraiment l'amour que j'avais pour ce bouquin qui m'a lancé qui m'a donné l'envie d'en faire une bande dessinée, en fait. Après, il n'y a pas que ça, il y a le fait que l'univers, d'une certaine manière, soit extrêmement précis, très fouillé, etc., très riche, et en même temps visuellement très flou. C'est-à-dire que c'est assez peu, finalement, il y a des éléments de description, mais c'est pas extrêmement détaillé ou extrêmement précis, ce qui permet vraiment, enfin, ce qui m'a permis, en tout cas, moi, mon imaginaire, de se projeter et de complètement se développer en me disant, mais en fait, là, à certains endroits, je vais vraiment pouvoir partir dans des explorations graphiques et chercher des choses. Il y avait une grande liberté possible pour moi, graphiquement, en fait. Est-ce que toi, Alain, quand tu avais terminé La Horde du Contrevent, tu t'es dit, ça va être adapté en bande dessinée ou pas, tu n'as jamais eu forcément cette réflexion-là? Non, en fait, vraiment, bon, je savais que tout est adaptable, évidemment, quoi, tu vois, mais je pensais pas du tout spécifiquement que la Horde pouvait être adaptée, au sens où c'est, comme le dit Eric, c'est un livre qui est extrêmement peu visuel quand tu regardes vraiment attentivement le livre et l'écriture. C'est que moi, je le sais bien parce que j'ai bâti les fiches personnages en essayant d'associer à chacun des personnages un sens prédominant, tu vois. Sur code, j'avais décidé sur le traceur de la Horde d'accorder une espèce de perception des volumes, des masses, du poids, vraiment quelque chose qui était lié à une perception comme ça kinesthésique, mais vraiment lié à des sensations de percussion et de poids. Il y en avait d'autres qui étaient vraiment auditifs, comme les, par exemple, Sob. Et chacun voilà, a été affecté à un sens ou à un mode de perception comme ça dominant. Et le seul qui avait vraiment une perception visuelle et qui décrivait ce qu'on voit, c'était Pietro, quoi. Et donc, c'est un seul personnage qui, effectivement, quand tu arrives sur les blocs de ce personnage, tu vois, c'est-à-dire il décrit les couleurs, il décrit les formes, il décrit la géométrie de l'espace, il décrit visuellement, classiquement, les choses, et de façon assez claire. Mais en fait, il intervient relativement peu et il y en a très peu de ces passages-là. Ce qui fait que tu perçois l'univers beaucoup plus par le son, par les masses, par les sensations corporelles. Ce qui fait que je pense que pour un dessinateur, c'est à la fois handicapant parce que tu ne peux pas t'appuyer vraiment sur des choses très précises. Et en même temps, c'est une ouverture énorme et c'est effectivement une liberté énorme, comme dit Eric, de pouvoir procéder, quoi. Donc, mais c'était pas du tout pour moi. Il y a vraiment des œuvres, quand tu les lis, tu te dis, waouh, ça ferait un film, tu vois directement le film, tu le mets. Tu vois, là, je viens de terminer, par exemple,
un roman de Iso qui se passe sur Marseille, qui est très connu, qui s'appelle Total Chaos. Quand tu lis le livre, tu as quasiment le script du film. Donc, tu te dis, ouais, ok, c'est adapté très facilement. La Horde, moi, je trouve que c'est un livre extrêmement difficile à adapter, quoi, à la fois au cinéma et à la fois en BD. Moi, j'ai essayé de le scénariser, hein, parce que j'ai passé un an avec Yann Kounen à faire le scénario du long métrage. Je peux dire que c'est c'est extrêmement costaud à adapter. Ouais. Donc, Eric, moi, je trouve, sur un premier scénario, c'est chapeau ce qu'il a fait, parce que c'est très difficile sur un premier scénar de faire ce type d'adaptation. D'ailleurs, ça, mais, d'ailleurs, non, mais c'est vrai, honnêtement, moi, quand tu m'as dit je vais l'adapter, je trouvais ça très chaud. Quoi. Ouais. Bah, tu m'avais dit non d'ailleurs. et c'est intéressant, Alain, parce que c'est vrai que dans ton écriture, on s'immerge facilement avec toi, mais ça passe aussi par les mots. Donc il y a tout un travail sur la langue, sur les mots que tu fais. Et justement, pour Eric, comment ça s'est passé? Parce que c'est pas forcément facile de retranscrire cette immersion par le langage qui est propre à Alain. Oui, c'est sûr que moi je suis beaucoup moins littéraire enfin, moi je suis visuel quoi. Je suis vraiment visuel et tout ce que dit Alain à propos comment dire, enfin plutôt tout ce qu'il y a dans ta langue, dans ton écriture qui parle, enfin voilà, les rythmes, les silences, les virgules, les points, etc. En fait, j'y réfléchissais, c'était en discutant avec il s'appelle, qui a écrit le petit bouquin d'analyse là sur Ah oui, Antoine ouais. Saint-Épondie. Ouais. Et je lui disais, en fait, Alain, il a les mots et moi, j'ai des traits, en fait. Et j'ai aussi des questions de rythme, de verticalité, d'horizontalité, des diagonales, des pleins, des vides, etc. Et moi, c'est ça ma langue, en fait. Alors, bien sûr, dans l'image, le truc de la bande dessinée qui est assez étrange, d'ailleurs, c'est qu'il y a à la fois du texte et à la fois de l'image. Et c'est sûr que moi, partant plutôt de l'image au départ, c'est avec cet outil-là, en fait, c'est avec vraiment avec le graphisme, la mise en scène, la façon dont je cadre, etc., que je crée. Enfin, c'est ça, c'est ma langue, en fait, c'est mon vocabulaire et ma langue, et c'est comme ça que moi j'écris. Après, ce qui se passe, c'est il y a pour moi différents moments dans l'adaptation, c'est-à-dire qu'il y a des moments dans le scénario en fait où je vais vraiment avoir des passages qui collent complètement à ce qui se passe dans le roman. Et à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment très agréable de reprendre des morceaux de texte que j'aime particulièrement et de m'en servir par exemple en voix off ou dans des dialogues. Et à d'autres moments, par contre, comme j'ai modifié plein de trucs, il y a des scènes qui n'existent pas, etc., il faut que je réinvente les dialogues, il faut que je réinvente toute une écriture, ce qui est pas évident, parce qu'effectivement, bon ben voilà, Alain, il a sa façon d'écrire, moi j'ai la mienne, et c'est pas simple, quoi, de faire du Alain Damasio dans les bulles. Je fais du Nino, j'essaie de bricoler comme je peux pour essayer de coller au personnage, mais après, il y a vraiment une espèce de il faut essayer d'intégrer les personnages, se mettre dans la peau presque de chaque personnage quand il parle, de se dire, bon, dans le roman, qu'est-ce que ça m'évoque, etc. Pas forcément de revenir à chaque fois sur des morceaux de texte, etc. Mais il y a vraiment une tonalité globale, une façon d'être, pour Golgoth, cette espèce d'agressivité rentrée qui est tout le temps là, qui déborde d'ailleurs, cette dureté, etc. Bon, on la ressent, et ce qui fait que dans l'écriture, j'essaie plus, en fait, plutôt que de me dire qu'il faut que j'écrive comme Alain, j'essaie de parler comme Golgoth, en fait. C'est peut-être plutôt ça. Voilà. Ouais, et puis on sent, enfin moi c'est quelque chose que, c'est marrant, sur le premier tome, je sentais des fois je sentais les raccords quand c'était Eric qui avait fait un dialogue, où je ressortais, j'avais des moments et puis j'ai plus du tout la même sensation au tome 2, c'est-à-dire qu'il y a une imprégnation très forte du bouquin. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a vraiment percolé à l'intérieur d'Eric, quoi, ce qui fait qu'aujourd'hui, mais quand il reprend même des dialogues qui sont pas du livre ou qui les inventent, ça sonne comme Golgoth, ça sonne comme Pietro, ça sonne comme Sauve. Et de plus en plus, quoi, c'est ça qui est marrant. Enfin, moi, j'adore aussi ce côté de l'imprégnation d'une œuvre, quoi. Ça fait déjà 4 ans qu'il est sur le livre. Moi, ce qui me fascine le plus, c'est de me dire qu'il va passer plus de temps dans l'univers que moi-même j'y ai passé. C'est-à-dire que là, il est parti pour 10 ou 12 ans, parce qu'il y aura 6 tomes et il met à peu près 2 ans par tome. Et moi, j'ai mis 7 ans en tout à faire la Horde. J'ai 4 ans de préparation et 3 ans d'écriture. Donc, je sais que voilà, et pour moi, le temps, c'est quelque chose d'extrêmement important.
l'imprégnation, le temps que tu passes sur une œuvre est quelque chose de très très fort. Et je sais qu'il y a un moment donné où j'aurais le sentiment qu'il est plus abordier que moi, quoi, qui a encore été encore plus loin. Et des fois, je suis surpris même de ce qui sort parce que je ne me souviens plus. Et que lui, il est tout le temps dedans. Il vit à l'intérieur, il nage à l'intérieur. Et je pense que ça se traduit maintenant sur les bulles, ça se traduit sur les dialogues. Ça. Et c'est pareil en musique, je pense, tu vois. Voilà, un jazzman, il va absorber tel style. Même tu lui demandes de jouer du hard rock, il est capable d'absorber au bout d'un moment les tonalités, la saturation, etc. Il peut le faire, quoi. Et le côté éponge d'Eric permet ça, quoi. Ouais. C'est intéressant que tu parles de musique, puisque quand même la musique est hyper importante dans ton travail. On peut le relier avec le vent, puisque quand même, lors du contrevent, on parle beaucoup du vent et on entend beaucoup le vent dans le roman. Comment ça s'est fait ce travail autour du vent? Et comme ça, après, je pourrais poser la question à Eric, comment on fait pour retranscrire le vent sur une page? Le plus dur, la fameuse question, la pire de toutes. Ouais, ouais. Comment, pour moi, ça s'est fait le travail autour du vent au départ? Ouais. Moi, j'avais deux choses. Il y avait une sorte de perception physique très directe, très forte. C'est-à-dire que j'écrivais dans le Cap-Corps. Au début, j'ai commencé tout l'univers dans le Vercors, sur des plateaux où il y a énormément de vent, comme le plateau de Fondure, etc., où j'avais l'habitude de ces randos où tu prends le vent dans la gueule et tu t'habitues et tu essaies d'accélérer au moment où les rafales ralentissent. Voilà, il y avait un côté très physique lié à la randonnée dans mon rapport au vent. Et après, je suis allé au Cap Corse. Et le Cap Corse, d'ailleurs, il y a énormément d'éoliennes parce que c'est un lieu très, très vanté. Où je continue à baigner dans l'élément. Et je me souviens encore d'aller des fois sur la plage, de me poser. Et les premières écritures de vent, je les ai faites comme ça. Je me posais, je fermais les yeux et j'essayais de sentir rafale, hop, décrescendo, petite turbulence, rafale forte, rafale faible. Et dans ma tête, je notais le truc. J'essayais de voir comment ça. Et c'est comme ça que j'ai défini les premiers éléments, c'est-à-dire le blast, la turbule, la rafale, la salve, etc. C'est-à-dire que pour moi, ça avait un sens par rapport à ce que je. Une rafale, c'est pas une salve, c'est pas pareil. La turbule, tu vois, c'est ce tout petit mouvement où le vent, tout d'un coup, il vient tourbillonner, mais tranquillement, et il repart. Et ça m'a donné les 7 ou 8 éléments fondamentaux pour la grammaire du vent. Et après, le deuxième grand champ, c'était pour moi le fait qui est devenu assez évident au bout d'une dizaine d'années d'écriture, qui était que l'écoulement d'une phrase était très proche de l'écoulement d'un vent ou d'une eau dans une rivière. Voilà. C'est-à-dire que le fait qu'on ait ce sens de lecture de gauche à droite et qu'on aille de haut en bas, et qu'une phrase vraiment est un écoulement qui est plus ou moins rapide, plus ou moins bloqué, que la virgule va donner des éléments de stabilisation, que parfois, effectivement, ta phrase, elle part en tourbillon, elle fait une turbule et puis elle repart. Parfois, elle accélère, parfois, elle plonge, parfois, elle est extrêmement dense et rapide. Et cette sensation que écrire, c'est une sorte de domestiquer un écoulement. Donc, moi, je dis des fois, c'est une aérodynamique ou une hydrodynamique. Ça m'a paru assez évident. Voilà. Plus j'avançais dans l'écriture, plus j'étais sensible à ça, même c'est-à-dire que je travaille la syntaxe vraiment sur ces éléments-là. Et c'est ce qui me préoccupait, de me dire comment je vais faire couler la phrase là. Est-ce que ça va être extrêmement rythmé, CRP, ralenti? Est-ce que ça va être un jet comme une sortie de lance-incendie? Donc je bossais vraiment sur ces aspects-là. Et du coup, c'est venu comme ça, c'est devenu très congruent au travail sur le vent physique. Et c'est ce qui fait que je pense que le bouquin a une sorte d'épaisseur comme ça ontologique qui est liée à ce lien entre l'écriture aérodynamique et le fait que j'avais ma propre perception physique du vent et que j'ai accolé ça et c'est pour ça que le livre démarre aussi sur ces signes de ponctuation où j'ai voulu dire aux gens, voilà, une phrase c'est ça. Peu importe les mots que je vais vous mettre dedans après, les lettres que je vais jeter au milieu, une phrase c'est d'abord des virgules, des apostrophes, des tirets longs, des signes de ponctuation, c'est un style écoulement. Voilà. Et après, on va mettre de la chair à l'intérieur, mais l'origine de la langue, c'est ce mouvement. Eric? C'est chaud. Non, mais en fait, c'est Comment vrai dessiner le vent? mais c'est vrai que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Et souvent en rajoutant, mais quand même, c'est vachement dur de dessiner le vent. Et en fait, la difficulté, pour moi, c'est pas situé du tout à ce niveau-là. Mais bon, il y en a d'autres, hein, donc j'ai été servi. Mais pour le vent, non, en fait, il y a quand même beaucoup d'outils en bande dessinée. Alors, c'est sûr que l'image, elle bouge pas en bande dessinée et il n'y a pas de son non plus. Donc, à partir de là, c'est un peu partir pour une course de haie sans avoir de jambes. Mais en même temps, il y a des onomatopées, il y a des traits de vitesse, il y a
il y a quand même beaucoup de moyens qui font que ça m'a permis de retranscrire le vent. Donc en fait, il y a l'effet sur les personnages ou sur les objets. Donc on voit sans cesse les arbres qui sont inclinés, les personnages qui avancent avec le centre de gravité toujours un peu à l'avant des pieds, les vêtements qui flottent dans le vent, il y a la poussière qui vole, des éléments qui se détachent, des bouts de bois, des feuilles, etc. Donc les onomatopées. Puis après, des fois, tout simplement, je dessine des turbulences, en fait. Comme disait Alain, voilà, des moments, des accélérations, des moments où ça tourne, des moments de rupture, etc. Donc des fois, je rends visible quelque chose qui ne l'est absolument pas. C'est-à-dire qu'on ne voit jamais de turbulence telle que je les dessine dans la bande dessinée. Ça n'existe absolument pas. Mais ça permet de figurer le vent. Et les onomatopées, à un moment donné, ouais, ça m'a paru vraiment, c'était vraiment une évidence. Et c'était un jour de Mistral, en arrivant au pied de chez moi, je me disais quand même, le vent, il y a une espèce de présence sonore qui est incroyable. Ouais. C'est-à-dire que ça vibre dans les oreilles, ça fait une espèce de bourdonnement que le cerveau finit par filtrer. C'est-à-dire que quand on discute et qu'il y a du vent, on entend ce que la personne nous dit. Mais il y a une espèce de bruit de fond permanent. Et surtout sur le tome 1, d'ailleurs, dans le tome 2, ils sont un peu plus en intérieur, donc ça se sent moins, mais dans le tome 1, il y a certains passages où il y a énormément d'onomatopées, où c'est vraiment saturé d'onomatopées. C'était pour moi un moyen de rendre cette espèce de fond sonore qui court d'une case sur l'autre, qui est là en permanence. Et, voilà, une présence quoi, très très physique en fait. Donc, moi, c'est vrai que j'aime bien ce côté-là. Moi, je ne m'attendais pas quand j'ai lu et aussi le fait que tu joues avec la calligraphie, quoi. C'est à l'onomatopée, mais elle est épirée, elle est, le haut va faire une espèce de grande turbule. Et ça, je trouve ça aide vachement parce que moi, ça me permet de recomposer aussi le vent à partir de l'onomatopée plus l'image. Le cerveau, il fait une association comme ça cognitive qui fait que tout d'un coup, ça redonne. Et je trouve que c'est vraiment utile. Mais moi, c'est marrant, c'est les premiers dessins qu'avait envoyé Eric. Ce qui me plaisait le plus, justement, c'est ce travail des fois très abstrait, c'est-à-dire qui n'est pas du tout représentatif du réel, où tu as des lignes complètement brisées, tu as des choses qui sont pas, c'est pas illustratif du tout du vent, et ça traduit pourtant, et ça te fait sentir la puissance de ce vent. Et c'est là que moi je trouve que enfin moi en tout cas pour moi c'est les moments les plus intéressants, c'est que tu sens le vent, et pourtant c'est des lignes qui sont pas là, tu vois, c'est pas juste des traits de vitesse, il y a quelque chose qui se passe, tu as des lignes brisées, tu as des trucs, et tu sens le pouvoir du vent, mais sans que ça soit illustré en fait. Ça j'aime bien. Je l'ai jamais dit, mais Comment ça se passe avec Alain, Eric maintenant? Donc il y a un deuxième volume qui est sorti, un troisième devrait arriver dans quelques temps. Est-ce que sur le découpage, est-ce que tu avais vu avec Alain en amont? Ça veut dire quel tome correspond à quelle partie du livre? Est-ce que vous discutez avant un volume, ou est-ce que toi tu fais ton truc de ton côté et Alain regarde à la fin? Comment ça se passe le travail entre vous deux sur la sortie d'un album? C'est un mix, c'est un peu un mix de tout ça, c'est-à-dire que moi j'aime bien avancer de mon côté et puis présenter à Alain des choses quand je les estime abouties. Alors le truc c'est qu'au tout début que j'estimais qu'un truc était abouti, en fait ça n'était pas vraiment, voire pas du tout. Alors maintenant que je commence à un petit peu avoir un peu plus de pratique et de métier, ça va un peu mieux. Mais j'aime bien en fait avancer comme ça et puis me dire bon là moi j'ai un truc qui moi me convient à peu près, je le fais dire à Alain. Et puis on verra bien ce qu'il me dira. Et puis en fonction de ce qu'il me dira, je changerai tel ou tel aspect des choses. Enfin, on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, on n'est pas. Moi, au début, ce que je t'avais proposé, c'était de l'écrire ensemble. Et en fait, Alain n'avait pas le temps, il avait d'autres choses à faire, puis peut-être pas l'envie, tout simplement. Ouais, et du coup, moi, je me suis lancé, en fait. Je me suis dit, bon, j'y vais, je me lance, j'écris, quoi. Et voilà, sinon, que dire de plus? Moi, quand je bâtis le scénario, j'ai l'impression de faire une espèce de château de cartes plus ou moins bien, qui tient plus ou moins bien. Et puis après, je présente ça à Alain, qui secoue un peu le truc. On voit les machins qui tombent, les trucs qui restent debout. Et puis après, on reconstruit. Mais enfin, je fais pas que ça d'ailleurs. Je fais pas ça uniquement d'ailleurs avec Alain. J'ai d'autres lecteurs. Il y a mon éditeur notamment, qui est un lecteur extrêmement important pour moi. Des amis dessinateurs, ma compagne, enfin voilà. Et après, voilà, c'est un processus. Et puis sinon, comment ça se passe? Globalement, ça se passe bien. Hein. Non, ça c'est. Non, enfin, moi je trouve qu'il gère très bien
cet aspect. Enfin, moi, je dis toujours aux gens qui adaptent mon travail, que ce soit en danse, en spectacle, au ciné, en série, en BD. Bon, moi, j'ai toujours le même discours, c'est-à-dire de donner le maximum de liberté et de dire, voilà, trahissez-moi, mais trahissez-moi avec intelligence, avec art, avec élégance, etc. Parce que il n'y a rien de pire que d'imposer à un artiste une direction, même si tu es l'auteur de l'œuvre originelle ou originale, le derrière, bah, l'œuvre est réinventée à chaque fois et réinventée pour le médium. Donc, pour moi, c'est hyper important de laisser le maximum de liberté. Donc, en gros, Eric, quand même, il 95% du temps, il fait absolument ce qu'il veut. Et de temps en temps, et je trouve qu'il gère bien ça, il me montre les V1 ou les V2 de scénario et on discute, quoi. Mais moi, je ne viens pas du tout avec une position surplombante en disant attention, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Mais non, c'est pas le livre c'est ça. Je trouve ça totalement débile. Le livre, il est ce que Eric a envie que ce soit. Moi, simplement, comme je connais évidemment l'univers par cœur et que j'ai ma perception aussi interne des personnages, je peux lui dire tiens, c'est marrant, t'as fait ci, t'as fait ça. C'était pas forcément l'esprit du perso, mais voilà, qu'au moins il soit au courant que c'est pas forcément l'axe. Mais après, il fait ses choix. Et moi, j'aime bien le fait que progressivement, sur les tomes, il commence à trahir, j'ai envie de dire, de plus en plus, ou à s'éloigner en tout cas de l'axe central du bouquin, même s'il garde évidemment la direction. Il y a des personnages qui prennent des dimensions autres, qui sont beaucoup plus importants, il y en a d'autres qui sont moins importants. Enfin, il fait une vraie adaptation, quoi, voilà. Après, enfin, moi, je trouve ça toujours passionnant, quoi, voilà, de voir comment c'est pris en main, comment c'est déformé, détourné, réassimilé. Mais bon, il y a quelque chose d'incroyable sur le travail d'Eric, c'est que pour moi, il est parfaitement loyal au fond de l'univers, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que tu vois, j'ai même pas besoin on discute pour moi sur des choses qui sont superficielles ou alors qui sont des choses purement liées à la rythmique du scénario. C'est-à-dire que je donne des conseils de scénariste, mais pas des conseils d'auteur qui, tu vois. Donc, c'est plus une discussion scénaristique qu'on a. Parce que pour moi, l'univers, il l'a totalement en lui. Il est extrêmement, je sais pas, il est habité par cet univers. Pour moi, il est très juste, très pertinent par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce que l'univers porte. Donc, c'est du billard, quoi. Enfin, il n'y a pas de, il y a pas de souci. C'est vraiment. Mais même s'il ne serait pas dans cet axe-là, ça ne me gênerait pas, quoi. Voilà, simplement, je le verrais peut-être moins parce que des choses m'agaceraient. Mais c'est toujours compliqué, voilà, enfin, tu vois, pour un auteur vivant, Moi, je sais pas comment tu fais. Ouais, non, mais déjà, un auteur mort, c'est toujours un spectre un peu pénible quand tu adaptes, voilà, des auteurs. Et quand l'auteur est vivant, moi, je le vois sur certains, je sais pas, sur des oratorios, certains spectacles, les gens, ils viennent vers moi, tu vois, ils ont une sorte de peur de comment je vais assimiler le truc et tout, mais en fait, voilà, je suis un spectateur comme un autre, etc. Simplement, je connais l'univers, voilà, je connais bien l'univers, donc je peux avoir une vision par rapport à ça. Mais, mais j'essaye de faire descendre au maximum la pression que peut avoir le fait que l'auteur soit vivant, et que tu as envie que, comme tu as aimé l'œuvre, tu as envie que ça plaise à l'auteur de l'œuvre, mais en fait, t'en fous, quoi, il faut que ça plaise à l'œuvre, en fait. Hein. Ouais, tu t'en fous, mais pas vraiment. En fait, ouais, si tu n'y arrives pas, enfin, moi, personnellement, j'arrive pas à m'abstraire. En même temps, on a des cas d'adaptation où l'adaptation est peut-être meilleure ou équivalente à l'œuvre. Le meilleur exemple, je pense, c'est Shining. Voilà. Le meilleur exemple, c'est Shining. Ouais, c'est vrai que. Voilà. Non, mais il y a ça, mais des fois, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que il y a toujours des endroits dans une œuvre, quelle qu'elle soit, où c'est meilleur que l'original. C'est-à-dire parce que justement, le médium est plus fort sur tel ou tel aspect. Voilà. Il y a des moments, notamment d'éclatement de pages qui sont splendides, où tout d'un coup, tu vois vraiment les paysages de la Horde, cette ampleur, ce monde. Et je ne ferai jamais aussi bien, moi, dans une description de paysage que la double page qu'Eric va faire. Voilà. Et là, tu te dis, bah voilà, ça c'est génial que ça soit adapté parce que ça, j'aurais jamais pu le restituer. Donc, et sur les designs aussi, il y a des designs qui sont incroyables, quoi. Et ça, que même moi, j'avais pas en tête. Enfin, j'aurais pas pu imaginer ça. Pour moi, des fois, c'est très flou le design d'un char à voile, d'un traîneau derrière, etc. Et il fait un truc qui va être génial, quoi. Donc, Oui, il y a tout un travail, Eric, sur l'univers que tu as mis en place visuel, qu'on n'avait pas forcément nous en tant que lecteurs, puisque c'est vrai qu'Alain ne va pas forcément dans les détails de description qui sont souvent un peu, ça peut être des fois un peu lourd. Enfin, le temps, même si c'est très bien écrit, mais le temps à la Victor Hugo où tu as 100 pages de description de Notre-Dame, notamment, c'est des choses qui maintenant en roman sont
très très peu possible. On n'écrit plus comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as vraiment aussi réussi à enfin, il y a un côté universalisé, si tu veux, l'univers d'Alain, quoi, en faisant des super croquis et en créant vraiment un univers graphique, quoi. Bah, après, ça, c'est vraiment extrêmement variable en fonction des lecteurs, quoi. Il y a des gens qui me disent, bah non, moi je voyais pas du tout ça comme ça, mais pourquoi pas, ça m'intéresse et puis je suis curieux et puis ça m'a plu ou ça m'a pas plu d'ailleurs. Et puis d'autres personnes qui me disent, ah mais je voyais exactement ça comme ça. Et bon, bah voilà, Ouais, c'est c'est étonnant. vraiment super aléatoire parce qu'en fait, on a tous une façon de réagir aux mots, à l'écriture, on se fait tous des imaginaires. Mais j'ai même envie de dire, même moi qui fais la bande dessinée, des fois, si on me demandait mais comment tu voyais les choses avant de les avoir dessinées, j'aurais dit j'en sais rien en fait, j'en sais rien. C'est en faisant, c'est vraiment en dessinant, parce que il y a des choses qui sont jetées sur la page, des improvisations, des accidents, des moments où je fais ah bah tiens ça c'est intéressant, tac ça m'amène dans telle direction, je commence à creuser ça, puis d'autres moments c'est des impasses, je reviens en arrière, je fais autre chose. Mais tant que je me suis pas arrêté sur quelque chose, en fait, tout ça c'est totalement mouvant. En fait, c'est plus de l'ordre de la sensation que vraiment. Je n'ai pas de vision. J'ai jamais eu de vision de la horde. Ça n'existe pas, quoi. C'est très très rare les fois où j'ai vraiment eu des dessins en tête et j'avais qu'à recopier entre guillemets ce que j'avais en tête. Ça ne m'est quasiment jamais arrivé. C'est toujours une construction, c'est une élaboration. J'imagine comme toi avec tes phrases, c'est-à-dire tu Ouais, as une envie, tu as une sensation, tu veux aller vers quelque chose, et puis ta phrase, tu la travailles jusqu'à obtenir quelque chose qui ressemble, peut-être de près ou même de loin, si ça t'emmène ailleurs. moi, j'avais Voilà, très peu de vision, c'est ça qui est marrant aussi. J'ai très très peu de vision précise. La seule, je crois, que j'ai vraiment eue avant de démarrer le livre, c'est la vision de la forme en goutte d'eau des 23 glyphes. Tu vois, je me D'accord. souviens encore de la séance de cinéma, j'étais à Valence et je voyais une séance de cinéma. Et tout d'un coup, au milieu de, je sais pas quel film je voyais, au milieu du truc, j'ai vu la forme de la goutte d'eau avec tous les glyphes. Ah, c'est marrant. Ça, et c'est la seule truc vraiment dont je puisse dire, là, j'ai une vision vraiment très claire parce que je suis pas visuel, voilà. Par contre, c'est très précis dans la tête auditivement ou corporellement les choses, mais pas du tout visuellement. Je suis pas précis. Et même sur les visages, même si j'ai un visage en tête, je suis incapable de le décrire. Je suis pas un descripteur précis, quoi. Quand tu vois les descriptions de Balzac sur les visages, c'est extraordinaire, quoi. Il y a même une série de sculptures qui a été faite à partir Ah ouais. juste des descriptions de Ça, Balzac sur la. Il y a une exposition comme ça où les 30 plus grands personnages de Balzac ont été faits vraiment hyper précisément, tellement il décrit bien la proéminence du menton, la forme des orbites, le bossuage du front, etc. C'est incroyable, quoi. Mais c'était, voilà, la photographie n'était pas là, elle était balbutiante, on a une photo de Balzac. Euh, donc c'est fou, ouais, En short. en short. Et du coup, nous, on vient après, mais parce qu'on dépend d'une époque et d'une technologie. C'est-à-dire que, moi je le dis toujours, c'est-à-dire qu'on a tellement d'images de visages en tête, on est tellement saturé, tu vois ce qu'il disait Deleuze, on a une société productrice de visages d'une façon extraordinaire. C'est-à-dire que, moi si je te dis, voilà, il y a une jeune femme blonde avec les yeux verts, tu as déjà centaines de visages qui t'arrivent, quoi, tu vois, sur le. Donc, tu n'as pas besoin d'aller finement là-dedans, tu laisses les gens exprimer leur. Mais du coup, quand Eric fait la BD, lui, il est bien obligé de mettre un visage à Pietro, à Sob, à Orochi, etc., quoi. Et c'est ça qui, tout d'un coup, fait bizarre aux gens parce que, évidemment, l'effort d'imaginaire qu'ils avaient produit pour produire, eux, le visage de Pietro, ben oui, c'est pas le même. Donc, il faut accepter que ça soit la vision d'Eric, quoi. Puis ce qui est intéressant, et c'est ça qui est, moi, ce que je trouve intéressant avec l'art du contrevent, c'est qu'il y a aussi un côté universel dans le sens où ce combat de ce petit groupe face au vent, finalement, c'est aussi, on peut faire un parallèle avec la société, puisque globalement aussi Alain, dans quasiment tous tes livres, tu décris et tu dénonces une société. Et la société, enfin, dans celle où on vit en ce moment. Et Ouais. c'est ça qui est aussi intéressant avec l'art, c'est qu'on peut aussi lire ce combat d'un petit groupe de gens qui veulent un autre monde et qui doivent se battre contre le vent. Et en ce moment, on est en plein dans le vent, là, depuis quelques mois. Ouais, de toute façon, il y a une dimension éminemment. Alors moi, j'aime pas le mot symbolique parce que je trouve que quand qu'on parle de symbolique, ça veut dire que c'est comme si on décalait une réalité puis qu'on lui donnait un signe pour la transcrire. Et pour moi, ça fait toujours part de la force à ce qu'on dit. Pour moi, il faut être pleinement et totalement dans l'univers que tu es en train de faire et pas penser au symbole que ça projette malgré toi. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait dans la Horde l'idée d'un groupe qui va au bout de ce qu'il peut, d'un collectif qui va au bout de ce qu'il peut, quelles que soient les circonstances, et que
il y avait vraiment l'équation vent égale vie, moi, qui était très, très, très forte dès le début, ça c'est sûr. C'est-à-dire de dire ce vent, c'est à la fois la dureté de la vie, c'est à la fois sa puissance, mais c'est aussi ce qui vient te baigner, ce qui vient t'envelopper, ce qui te fait du bien, ce qui t'aère. Et c'est aussi ce qui ensemence le monde. C'est aussi, tu vois, il y a une fertilité propre à ce vent. C'est que le vent a une telle polymorphie qu'il peut prendre énormément de sens et de fonctions différentes, quoi. Et pour moi, c'était assez proche de ce que la vie nous permettait. Moi, c'était une époque de ma vie où j'étais beaucoup en lutte, où j'étais beaucoup en affrontement, j'étais célibataire, j'avais une vie qui n'était pas forcément évidente du tout, quoi. Et ce côté niaqueux, ce côté combatif, il est très proche, il est très présent dans la Horde, et le vent vient effectivement incarner ça. Mais quand tu le vois politiquement, alors que c'est un livre qui n'est pas du tout politique, en tout cas explicitement, je vois effectivement ça comme une sorte d'utopie en mouvement, quoi, tu vois, comme un. Alors, je dirais pas utopie, parce que l'utopie, c'est vraiment tu vois, c'est vraiment l'endroit où tu es bien. Ils sont pas forcément bien, ils sont en combat, mais il y a ce côté que, au niveau du lien, en tout cas interne au groupe, on atteint un niveau de lien qui est très très rare à trouver aujourd'hui, quoi, tu vois, et qui était pour moi une façon de lutter aussi contre le sentiment d'individualisme, de séparation, d'isolement que j'avais quand j'ai écrit ce bouquin seul en Corse, quoi. Et j'ai fait un peu un monde idéal pour moi, qui était ce groupe idéal de gens dans lequel chacun a une fonction, chacun a un rôle, ils s'entendent quand même globalement très bien, ils sont tous complémentaires, chacun a sa place. Tu vois, c'est cette image un peu des communautés anciennes où tout le monde trouvait sa place, tout le monde avait un rôle, tout le monde était utile à l'ensemble du groupe, ce qui n'est pas du tout la façon dont on vit aujourd'hui. Voilà, où on est des particules, les atomes éparpillés et en compétition, quoi. Et on a beaucoup de mal à trouver ces petits groupes qui sont extrêmement soudés, extrêmement denses. Donc, s'il y a un aspect politique, il est lié à ça, quoi. Mais c'était pas du tout. Il n'y avait pas de démonstration politique dans l'ordre. Il n'y avait pas une volonté explicite de le faire, quoi. Pas du tout la même chose que la zone du dehors ou les furtifs. Voilà, voilà. Mais c'est peut-être d'autant plus, j'ai envie de dire, efficace ou touchant qu'il n'y a pas de discours là-dessus. Voilà. On n'a pas un discours sur le lien dans l'ordre. On a le lien en acte, quoi. On a le lien tel qu'il se construit au jour le jour dans le combat. Et j'ai pas besoin de faire de discours dessus. Et du coup, ça passe peut-être plus de façon plus évidente. Moi, c'est ce qui me plaît. En fait, c'est qu'il y a vraiment. Quand tu dis que c'est pas politique, pour moi, à chaque fois, les bras m'en tombent. Mais, parce que pour moi, si c'est une vision. C'est une vision de l'homme, c'est une vision de ce que c'est qu'être vivant. C'est un rapport au monde qui, pour moi, est éminemment politique, quoi. Et il est juste incarné, en fait. C'est vrai que c'est pas une démonstration, c'est juste on les voit en acte. Et moi, je crois que c'est ça qui me plaît vraiment énormément. C'est sûr qu'il n'y a pas de discours. Il y a un côté tripal, c'est dans les tripes, quoi. Et c'est complètement incarné, c'est dans leur chair. Et moi, je trouve ça extrêmement, profondément émouvant, quoi. Et puis ça a été écrit je crois Alain, là je te cite, mais ça a été écrit normalement comme un boléro. On a la première partie du boléro, et donc 6 volumes bientôt en bande dessinée. On attend la deuxième partie du boléro, et donc 6 autres volumes en bande dessinée. Ah ouais, d'accord. Et il aura 80 ans, et voilà. La Horde du Contrevent 2, Alain. Ouais, c'est ça. Donc il aura passé 24 ans sur l'univers après le tome 2, ouais. Non, c'est vraiment, pour moi, ça reste suspendu, ce tome 2. Ça reste toujours complètement possible, et j'oscille énormément entre les moments où j'ai envie de le faire. Tout d'un coup, me naissent des idées et je me dis, putain, il y a un truc génial à faire au tome 2. Et puis des moments où je me dis, mais jamais j'aurai le courage de reprendre ces 23 persos, ce bloc, cet univers, de le recharger sur mes épaules et puis de le porter à nouveau. C'est très compliqué les tomes. Moi, je suis toujours étonné des auteurs qui font tome 1, tome 2, tome 3, etc. Parce qu'il y a quand même, d'abord, tu perds toute la joie et l'espèce d'euphorie de l'invention pure et ex nihilo dans l'univers, parce que l'univers est déjà là. Et ensuite, c'est tellement dur de porter comme ça encore et de ressoulever la charge. Donc on verra, on verra, peut-être. On espère. On ira peut-être en BD avant. En BD, peut-être peut-être Eric qui va trouver la bonne idée. Ça va faire comme Game of Thrones avancé, en fait. C'est Eric qui va. Il va lire La Horde du Contrevent. Après, je vais dire, mais c'est n'importe quoi. C'est tout à fait ça. Alors du coup, Eric, comment ça se passe au niveau du travail
au quotidien? Ça veut dire que tous les jours, parce que finalement, beaucoup d'auteurs écrivent tous les jours et ont une pratique, on va dire, de leur métier voilà, quotidienne. Est-ce que pour toi, la bande dessinée, c'est pareil? C'est tous les jours sur ta planche à dessin? Non, la bande dessinée, tu vois, c'est un art. Tu vois, je me mets comme ça au sommet, tu vois, je monte tous les jours en haut de Marseille Vert et j'attends que l'inspiration arrive. De temps en temps, je jette un dessin comme ça. Non, non, en fait, je vais à l'atelier, je travaille. Il y a un côté un peu bébête, hein, parfois dans le travail. Et ce qui est d'ailleurs assez troublant quand après ces milliers d'heures passées à travailler, à réfléchir, à travailler une matière, refaire une scène, changer un dialogue, se dire tiens, le mot, je le mets comme ça, et si j'intervertissais ces deux cases, et si je faisais plutôt ce cadrage-là, et si la main, plutôt le geste, plutôt que de le faire comme ça, je le faisais comme ça, etc. Des espèces je sais pas, on a les mains dans le cambouis comme ça, puis à la fin, il y a des gens qui me disent oh là, je trouvais ça super émouvant. Vas-y, comment en partant d'un truc où on a vraiment quasiment sué sur chaque détail, à se poser des questions je sais pas comment dire ça, est-ce que la scène elle est au bon endroit, est-ce qu'elle est bien rythmée et tout, et de tout ça finit par naître une émotion chez quelqu'un. J'avoue que je trouve ça assez magique. Et je sais pas comment ça fonctionne, mais voilà, non, il y a un moment donné, c'est vrai qu'on est complètement dedans et c'est extrêmement dur. Et je pense que c'est pour ça que c'est super important pour moi de faire lire et de montrer à d'autres personnes. Parce qu'on a tellement le nez dedans que des moments, on a envie de faire une chose et c'est tellement évident qu'on l'a fait. Alors qu'en fait, ça se trouve, on n'a pas dit le petit truc qui fait qu'on comprend la scène. Ou ce genre de détail un peu bête, mais il y a des moments, ouais, on a vraiment, enfin, moi en tout cas, j'ai vraiment besoin du regard extérieur à un moment donné pour arriver à m'extraire, en fait. C'est comme si j'empruntais le regard de quelqu'un qui connaissait pas ce que j'étais en train de faire pour pouvoir revoir à nouveau ce que je suis en train de faire. Mais sinon, non, voilà, moi j'ai une phase d'un point de vue pratique, voilà, j'ai une première longue phase d'écriture. D'abord, je structure beaucoup le récit, en fait. Je pense à la progression, à l'arc dramatique de mes personnages, aux thèmes que je veux traiter dans l'album, etc. Ensuite, j'essaie de le construire, de le mettre en place. Après, je commence à bâtir des scènes là-dessus. Et puis voilà, de ça naît une première version du scénario. Donc au début, c'est une espèce de résumé de scénario avec des intentions pour chaque scène. Et en général, c'est à cette étape-là qu'on se voit et où il y a vraiment le brainstorming. Parce que c'est encore facile, j'ai envie de dire, à ce moment-là, de changer des choses. C'est très facile. Après, quand on commence à écrire les scènes, à décrire les actions, les dialogues, etc., bon, bah là, c'est un peu plus lourd, évidemment, puisqu'on a plus travaillé, que les choses commencent vraiment à prendre corps. Et une fois que le scénario est calé, seulement à ce moment-là, moi, je me lance sur le storyboard. Donc, je fais tout le storyboard de l'album. Donc, c'est des dessins assez rapides. Pas forcément lisibles par tout le monde, et des moments, enfin, parce que c'est vraiment des refs, quoi, en fait. Et voilà, une fois que ça s'est fait, en général, je me dis, c'est bon, l'album est fini. Et en fait, il reste le crayonné, l'ancrage à faire. Et j'ai mon cher coloriste ensuite qui se charge de coloriser l'album. Voilà. Salut, si tu nous écoutes. Et alors ça, Alain, même question, sauf que alors il y a des auteurs qui écrivent tous les jours et qui sont très rythmés. Pierre Bordage écrit lui tous les jours à un rythme d'écriture. Plus récemment, j'ai interviewé Franck Tilliez, donc voilà, qui écrit à peu près un roman par an. Donc lui, c'est aussi très impressionnant sa rigueur de l'écriture. Toi, on va dire que pour écrire, on passe par plusieurs états de vie. On va dire que ça peut prendre du temps et en même temps, tu passes par beaucoup de moments. Je pense pour les furtifs, notamment, qui a demandé plusieurs années en fait de maturation. Ton rapport à l'écriture, toi, on va dire, je dirais pas que c'est compliqué, mais il faut que ça sorte et ça prend du temps d'arriver à sortir. Ouais, moi j'admire, enfin j'admire et en même temps je comprends pas. Tu vois, Pierre Bordage, Franck Tillier, ou même ce que fait Eric. Parce que Eric, il ne dit pas, mais c'est un très gros bosseur, quoi. C'est-à-dire que il est extrêmement structuré, c'est quelqu'un de très structuré. Il fait la V1, la V2, la V3, la V4 du scénario. Ensuite, comme il a expliqué très bien, il va commencer à passer au découpage, il va dialoguer, ensuite il va attaquer le storyboard, puis ensuite les crayonnés. C'est-à-dire qu'il y a 7 ou 8 couches qui sont en place et sur lesquelles il a un vrai travail artisanal de fond très fort. Moi, je vois vraiment un artisan qui construit progressivement vraiment un bateau en bois
et qu'il fait couche à couche avant de finir par les peintures, etc. Tu vois. Et il y a vraiment un boulot extrêmement sérieux, continu, où il lâche pas, où il y a vraiment. Et pour moi, c'est très proche du travail des Hordiers qui sont constamment en train de remonter le vent et il y a toujours ce bon. Moi, je suis très différent. C'est vrai que d'abord, il y a plein de moments où j'écris pas. Je suis quelqu'un qui est capable de pas écrire pendant des mois et des mois, tu vois. Là, depuis la sortie des Furtifs, à part écrire des articles d'actualité, je n'écris rien. J'ai pas écrit j'ai dû écrire une ou deux nouvelles de rien du tout. Mais je suis absolument pas dans l'écriture. J'en ai pas besoin, même, tu vois. Ça me manque pas. Je suis ailleurs. Je sais que c'est pas le moment. Je suis pas au moment où quelque chose a besoin de sortir. Là, j'ai besoin d'assimiler, j'ai besoin de recevoir. Donc moi, j'ai un rythme très très particulier où pendant plusieurs années, je suis capable de remplir mes sacs intérieurs ou de ramener de la terre au maximum. Moi, plus ça va, plus je vois ça comme un compost, quoi. C'est-à-dire que je récupère des épluchures, je récupère des légumes pourris, je récupère plein de choses, quoi. C'est ça, cette odeur. Ouais, c'est ça, cette odeur. Et je vais le mettre dans le compost. Je sais pas où il est placé, le compost, il est quelque part. Et je laisse le truc se dégrader. Et au bout d'un moment, ça commence à faire un terreau intéressant. Et là, je vais le ressortir, ce terreau, je vais l'épandre sur un territoire qui va être les premiers linéaments d'un univers. Et je vais attendre que la pluie tombe et que le soleil fasse son boulot. Et par contre, quand ça commence à pousser, là, il y a une grosse énergie. C'est-à-dire que je mets énormément d'énergie à bosser et à y aller. Mais c'est souvent sur les 3 années d'écriture. Mais ça peut prendre énormément de temps. Là, les gens viennent me voir en me disant alors, le 4e roman, etc. Mais je n'ai rien, quoi. Tu vois, j'ai une toute petite idée qui est plus une idée littéraire qu'autre chose, mais je n'ai absolument rien, quoi. Tu vois, j'ai même pas un tout petit pouce qui sort de terre, quoi. Tu vois, et tant que ça vient pas, je me force même pas en plus, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que je pourrais me forcer à faire des nouvelles et des trucs, mais j'ai pas du tout envie. J'aime pas l'écriture forcée. Je pense que ça doit venir d'un besoin absolument profond. Et du coup, bah ouais, mon écriture, c'est très explosif. C'est des moments vraiment d'explosion et de grosse intensité. Et des moments où il se passe strictement rien, quoi. Voilà. Donc là, en ce moment, il se passe strictement rien, par exemple. Et c'est inquiétant, d'ailleurs, des fois, tu te dis, bon, toi, j'avais dit à Mathias, d'ici 5 ans, je vais ressortir un livre. Mais ça veut dire que mon temps de maturation, il va durer que 2 ans et qu'après, je démarre. Là, je suis quasiment déjà à la fin du temps de maturation. Enfin, dans 6 mois, j'aurai fini le temps de maturation et j'ai rien. Tu vois, donc déjà, c'est mort, à mon avis, sur le. Mais voilà, ouais, moi mais après, c'est chacun ses trucs. Hein. Moi, Mais en tout cas, je suis pas un graphomane. C'est-à-dire que j'ai pas besoin d'écrire tous les jours. Je ressens pas le. Et j'ai même ce truc de me dire, si j'écrivais tous les jours, j'ai l'impression que je tarirais le relief et les extrêmes variations que je peux atteindre quand je suis dans un mode explosif. Voilà, j'ai l'impression que l'intensité de mon écriture vient aussi du fait qu'elle est plus rare, que je suis pas tout le temps dessus, que tu vois. Je trouve que ça se sent quand un auteur écrit. Alors là, c'est vraiment très personnel, hein, mais je trouve que quand des auteurs écrivent dans cette endurance, tu vois, qui est le cas de Pierre Bordage, qui est le cas de Tilliez, mais de beaucoup d'auteurs hein, qui sortent 1 ou 2 livres par an, je trouve que cette endurance fait qu'il nous manque des sprints, il nous manque des fractionnés, il nous manque des explosions de relief, quoi, tu vois. C'est-à-dire que ça a tendance pour moi à planir un peu et à le style, voilà. Mais c'est très personnel, hein, après. Quand tu lis Balzac, justement, tu fais bah ouais, bah lui il bossait tout le temps, mais en même temps il y avait l'explosivité, quoi, tu vois. Bon, après, voilà, il y a des génies partout, hein, donc. Mais il me semble que, voilà, en tout cas, moi j'ai besoin de ça pour avoir des variations. Mais ce qui est bien aussi, enfin, ce qui est intéressant, c'est que toi, tu es allé en tout cas, tu t'es confronté à plusieurs médiums. Tu as eu l'écriture, tu as les concerts, puisque les gens Ouais, ne le savent pas, mais tu adaptes aussi tes textes et tu les fais chanter, enfin, comme si tu ouais, les ouais. chantais, mais tu fais de la lecture parlée, entre guillemets, avec de la musique autour. Là, tu travailles sur aussi un projet de podcast, ou en tout cas radiophonique. Ouais, bien Il y a sûr. cette IDTV, enfin, cette série télé, on en avait parlé quand c'était vu la dernière fois, mais tu travailles sur un projet de série télé, donc tu te confrontes aussi à d'autres médiums qui te permettent aussi d'enrichir l'écriture ou d'enrichir la créativité. Ouais, et puis j'aime bien, c'est-à-dire que ça me sort ça m'oblige à chaque fois à être un peu mal à l'aise. Et je trouve ça hyper important d'être dans l'inconfort quand t'es un créateur, ça ne doit pas être toujours dans ton art majeur. Moi, mon art majeur, c'est clairement écrire des romans. Je suis moins fort en scénarisation, que ce soit série télé ou radiophonique, et je suis moins fort aussi sur une scène. Mais j'aime beaucoup cet inconfort. J'aime beaucoup le fait que ça m'apprend parce que je suis toujours à la limite de ce que je ne sais pas faire. Et c'est quand tu es à la limite de ce que tu ne sais pas faire que tu apprends des choses nouvelles. Donc moi, j'ai besoin de ça. Voilà, ce que je fais sur la scène, voilà, c'est coupé par le Covid, mais ce
qu'on a commencé à faire là, à partir de septembre. On a déjà fait 6 ou 7 dates. Pour moi, c'est ultra précieux. J'apprends plein de choses, mais j'apprends des choses énergétiques, quoi. J'apprends des choses liées à la mobilisation de mon énergie, à la concentration, à la qualité de concentration, le rapport au public. C'est extrêmement différent d'écrire et c'est beaucoup plus corporel parce que tu es dans ton corps et dans ta voix. Et du coup, ça m'oblige à essayer de transcrire tout un système d'émotions, de rythme, de syntaxe, justement par la voix et par cette énergie. Et je sais que d'une façon ou d'une autre, ça me donnera des choses intéressantes pour l'écriture même, tu vois. Et voilà. Donc, pour moi, c'est intéressant, voilà. Et je préfère faire ça plutôt que d'attendre que je sois prêt à écrire. Je préfère créer autrement. Et à un moment donné, ça va s'accumuler, et le compost va commencer à produire quelque chose. Il va arrêter de puer et puis ça va. Il va pouvoir faire pousser des trucs, ouais. Et toi, Eric, à quand une adaptation animée de la BD La Horde du Contrevent? Je laisserai bosser les autres là. Je passe mon tour. J'ai déjà assez bossé. Et j'ai pas fini en plus. Où est-ce qu'on est le troisième volume alors? À la page 30 crayonnée pour être précis. Ah bon? Oui, ça avance bien. Ça avance bien. Ouais, ouais. Oui, je suis content. Moi aussi, je fais des travaux en même temps dans mon futur appart, donc c'est un peu compliqué de tout gérer. J'ai un petit bébé aussi. Donc, bref. D'accord. Ouais. La vie est bien remplie. Ouais, Non, mais c'est que les excuses, là, tu sais. Oui, oui, évidemment. Adam m'a sorti ça avec ses deux filles, hein, pour me dire que c'est grâce à ces deux filles que ça a pris. Ouais, exactement. Oui, alors la différence, c'est que moi, je suis à la page 30. Ah non, mais là, c'est déloyal, hein. Non, mais c'est super intéressant, je trouve, le rapport que tu décris à ton écriture. Effectivement, bah, il se trouve que je suis en train de lire la biographie de Balzac Ah ouais. par Stefan Ouais, Zweig. putain, Et il parle de ça. Et Balzac, en gros, il écrit des bouquins quand il a des dettes, quoi. ouais. C'est juste hallucinant. Il fait son Ouais. métier, quoi. Ouais. Alors, au début, il fait des trucs avec des faux noms. Il aligne des romans insipides, etc. Ouais. Puis à un moment donné, il se dit, bon, peut-être quand même, ça serait bien que je fasse quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc il se met à écrire. Mais à chaque fois qu'il fait des bouquins, c'est genre dans l'urgence, parce qu'il a apparemment, visiblement, en termes de concret, il était archi-tâche, comme dit Brigitte Fontaine. Et, il est très mauvais à chaque fois qu'il essaie de faire des affaires. Et je sais pas si c'est vu, mais il pense qu'il va faire fortune avec des mines Ouais, d'argent, avec des ouais. trucs. Enfin, c'est du délire complet. Moi, je savais pas qu'il était comme ça. Et il a ouvert un imprimerie aussi. Il Oui, vend des là, puis imprimeries, hein. il commence à faire faillite. Alors, du coup, il se dit, ah, faut que j'investisse plus. Donc, il refait une fonderie, machin. Enfin, bon, et il devient éditeur, il met une imprimerie, puis après, il veut faire une fonderie de caractère. Tout se casse la gueule. Donc, il est endetté. Donc, il faut qu'il se remette à l'écriture. Et à chaque fois qu'il se remet à l'écriture, c'est genre, bon, bah, genre, je repars au bagne, quoi. Et il repart son truc. Mais c'est le seul moyen qu'il a parce qu'il est bien payé à la ligne, machin. Et il fait ses bouquins. Et effectivement, il sort des chefs-d'œuvre à certains moments où il est plus bactère. Enfin, c'est Ouais, vraiment ouais, très, mais très je pense que étonnant, quoi. c'est hyper intéressant par rapport aux artistes que c'est le rapport à la contrainte dont certains ont besoin pour que Ouais, l'énergie sorte. ouais, Voilà. tout à fait. Moi, je suis encore sur cette idée que il faut que l'énergie sorte d'elle-même sans système de contrainte. Voilà. Et que c'est quand l'énergie sort d'elle-même sans système de contrainte qu'elle est la plus belle et la plus juste. Voilà. Mais après, c'est très facile de se trouver des systèmes de contraintes. Ça peut être l'argent, ça peut être le fait de dire il faut que je sorte un livre par an, ça peut être, tu vois, ça peut être ton éditeur, en rapport avec ton éditeur, où l'éditeur il te met la pression, etc. Moi, je garde encore cette idée très romantique et très de dire, Dire, ouais. voilà, quand ma qualité d'énergie est telle qu'elle me tire d'elle-même à faire le livre, sans aucune contrainte extérieure, alors c'est là qu'on est pour moi dans la haute qualité ou dans le. Mais c'est totalement faux pour plein d'autres, quoi, tu vois. Et Balzac, moi j'ai vu la maison de Balzac, c'est extraordinaire de voir, hein. C'est-à-dire qu'il arrivait à faire des 15 heures par jour d'écriture, quoi. Tu vois, moi quand je suis à 6 heures d'écriture sur une journée, j'ai fait une journée extraordinaire. Donc le gars, il travaillait toujours 3 manuscrits à la fois. Un qu'il était en correction, un qu'il était en finalisation et l'autre qu'il était juste sur le. Et il a travaillé énormément sur les épreuves, c'est quelqu'un qui corrigeait énormément les épreuves, parce que c'était les débuts de l'imprimerie, donc il recevait les épreuves et il corrigeait. Donc si tu veux, le mec, il a un triple cerveau qui bosse sur 3 œuvres en même temps, quoi, et avec une intensité de dingue, quoi, tu vois. Donc, mais après, tu le vois, hein, quand tu vois, voilà, pour moi, c'est des Depardieu, c'est des Balzac, c'est des Hugo, c'est des puissances de vie extraordinaires, quoi, tu vois. C'est des masses d'énergie, voilà, ils ont une puissance incroyable, quoi. Ouais, puis qui reste
qui reste stable malgré les Ouais, tempêtes. ouais, ouais, Euh, ouais. je pense principalement à Hugo, qui avec sa vie très politique et qui a vécu plein de vies différentes en fait en l'espace d'une vie. Et ce qui est intéressant, là Oh, on c'est pourrait dingue. parler, c'est que toi, Alain, et je pense Eric à une moindre mesure, mais tous les deux, vous avez connu une forme de médiatisation liée à votre travail. Donc Eric sur la route du contrevent, Ah et non, puis mais Alain. moi, ça n'a rien à voir avec Alain, hein. Et Ça, comme ça c'est ça n'a- que je dis, à moindre mesure, quand Alain, maintenant, toi, donc tu es invité maintenant sur les plateaux TV ski, en tout cas pour ceux qui nous regardent d'Amérique latine, on va dire que ceux qui sont invités à la télévision en France, c'est vraiment les auteurs bankable ou qui fréquentent le petit cercle parisien. Donc, c'est pas des auteurs de science-fiction, ou c'est très rare que ce soit des auteurs de science-fiction. Tu as été pas mal médiatisé ces derniers temps avec le confinement et le Covid. Est-ce que ça va? T'es pas trop essoufflé par tout ce que ça demande Non, aussi? c'est génial. Enfin, moi, je suis rassuré là-dessus. C'est que il y a eu effectivement à la sortie des Furtifs une espèce d'hyper médiatisation qui était extrêmement déstructurante, en fait, éprouvante et déstructurante. C'est-à-dire que ça déstructure le rapport que tu as avec toi-même. Or, ce lien que tu as avec toi-même, il est fondamental dans la façon dont tu vas écrire et tout. Et en fait, ça te le bousille. Et ça, moi, j'ai compris beaucoup de choses sur les effondrements de stars, entre guillemets, ou de comédiens, de comédiennes qui s'effondrent et qui tombent en dépression. Tu comprends parce que, en fait, ce rapport public voilà, vient toucher et décomposer et déconstruire le rapport que tu as de toi-même à toi-même. Ça vient s'insinuer entre toi et toi, en fait, et ça perturbe beaucoup de choses. Donc j'ai eu une année finalement difficile et l'après-coup a été difficile. Et là, ça y est, ça disparaît, heureusement. Les gens oublient aussi vite, tu vois. Quand la lumière est plus pointée sur toi, ils t'oublient et c'est très bien. Et du coup, là, je reviens. Vous pouvez revenir à une vie normale, comme ils disent sur Canal+. C'est vraiment ça. Donc, je suis un peu rassuré là-dessus. Ouais. Et ça, en tout cas, ça justifie encore plus qu'il faut rester furtif autant que possible et qu'il ne faut pas trop s'exposer. Parce que tu as envie de dingue. Quand on voit, justement, on pourrait parler de Michel Onfray et des auteurs comme ça les a tués, ça les a bousillés en réalité. Quoi. Toi, Eric, alors c'est intéressant parce que Moi, je euh, ne risque rien. Je fais de Ouais, la bande dessinée. Donc, ouais, tu es dans le côté spécialisé, puisque tu as fait déjà des interviews dans les médias spécialisés BD. J'ai pu en lire quelques-unes chez BD Geste, notamment, entre autres. ouais. Toi, c'est quoi C'est vrai que ce qui est compliqué pour les auteurs de bande dessinée, c'est souvent le manque de médiatisation. Ça veut dire que tu as une dizaine d'auteurs qui sont invités partout et on les connaît tous très bien, ouais, à la télé, à la radio. Et en fait, tu as un groupe de 10 qui, globalement, qui sont pas du tout représentatifs Mm. du monde de la bande dessinée. Toi, le manque de, pas vis-à-vis toi-même, mais le manque de médiatisation globale de la bande dessinée et des dessinateurs et des auteurs, comment toi tu l'analyses et tu le perçois? Je me suis jamais trop penché sur la question. Je pense que la BD, même si maintenant tout le monde dit ouais, c'est le 9e art, tout ça, je pense que c'est pas encore vraiment le cas. Ou alors c'est une question de culture ou ça intéresse pas les médias. Je sais pas. Je sais pas trop. Je sais pas trop pourquoi il y a ouais, en même temps, j'allais dire dans la littérature, est-ce que c'est pas un peu la même chose? Parce que des romans, il en sort énormément. Parce que des bandes dessinées, il en sort, je sais plus, je crois que c'est 4 ou 5 000 nouvelles par an. C'est Bon, ça. avec les traductions et tout ça, hein, les mangas, les comics, tout confondu, donc il y en a quand même beaucoup. Je veux dire qu'ils sont pas uniquement produites en France, mais ça reste quand même une masse monstrueuse. Je crois que oui, ça fait plusieurs livres par jour quand même. Donc, c'est quand même de la ça fait 10 dinguerie. BD par jour. C'est de la dinguerie. Voilà, et puis il y a des jours fériés compris. Bref. Donc après, est-ce que c'est cette masse-là qui fait que bah, si on s'y intéresse pas ou qu'on n'a pas quelqu'un qui vous dit bah il y a telle œuvre et telle œuvre qui a le foot, bah, c'est en ça que les libraires ils sont fondamentaux quoi, parce que vraiment ils vous connaissent vos goûts, puis ils essaient plus ou moins, enfin je pense qu'ils y arrivent pas parce qu'il y en a trop, mais ils essaient plus ou moins de suivre ce qui se passe et de conseiller leurs lecteurs quoi. Après, je sais pas, il y a un moment donné, il y avait Enki Bilal qui était ultra médiatisé, ouais, qui est devenu, d'ailleurs, ouais, c'est devenu une star, hein, auteur de BD, Enki Bilal, quoi. C'était tac, tac, hop. Et je pense que c'était lié à un contexte politique aussi, de ce qui se passait à l'époque en Europe de l'Est, et puis ces bandes dessinées, hop, ça a fait, c'était une conjoncture, etc. Je ne dis pas que c'est pas dû à son talent aussi, hein, mais voilà, il y a eu un truc comme ça qui fait qu'à un moment donné, le coup de projecteur était vraiment
était vraiment sur lui. Et puis maintenant, tout le monde connaît son nom. Mais c'est vrai que sinon, les auteurs de BD, oui, on n'est pas du tout starifiés, quoi. Bon, moi, personnellement, ce qui est compliqué, et ça on le découvre, mais enfin, c'est là depuis longtemps, hein, mais le grand public commence à le découvrir, c'est la précarisation en fait de ce métier. La planche, elle est payée, enfin, elle est ridiculement basse et elle a vraiment baissé avec les années, entre guillemets, ouais, en fait, puisqu'à c'est pas tant qu'elle baisse, c'est qu'en fait, trouve toujours des moyens différents de nous payer, ce qui fait que le prix de planche reste à peu près pareil. Puis après, finalement, c'est plus un prix de planche, c'est un prix au forfait, c'est-à-dire au bouquin, quel que soit le nombre de planches. Puis effectivement, quand on fait le calcul, qu'on ramène au nombre de planches, bah oui, curieusement, ça a beaucoup diminué. Enfin, bref, donc bon, il y a pas mal de choses et je pense que le fait qu'on soit aussi beaucoup plus nombreux en tant qu'auteur et que donc il y a énormément de livres qui sortent. Le lectorat n'a pas forcément, lui, tellement augmenté. Il est même plutôt vieillissant, je pense, en fait, le lectorat de BD franco-belge. Ce qui fait que, bah voilà, hein, c'est le même gâteau à se partager entre plus de monde. Donc forcément, les parts sont plus petites. Voilà, il y a un côté comme ça. Après, c'est très, c'est très brutal hein, comme univers. C'est-à-dire, tu bosses sur un bouquin 1 an, 2 ans, 3 ans ou n'importe, tu le sors et il est un peu comme jeté dans l'arène, regarde ce qui se passe, oh, tiens, c'est intéressant, oh là, comme il dit Haroun, oh là, c'est allé vite, hein, c'était rapide, hein, il a mangé rapidement le bouquin. Et puis des fois, en une semaine, c'est terminé, il ressort des rayons, quoi. Donc, et puis quand on a la chance qu'il y ait un peu de visibilité, ça reste un peu plus longtemps et du coup, on peut survivre. Mais sinon, voilà, la durée de vie d'une BD en librairie, c'est bref, hein. C'est vraiment très très bref. Donc voilà, je pense que là, c'est lié à la façon, je pense, dont les éditeurs se sont mis à vendre les livres, en fait, en étant plus sur une politique ils se sont mis à arroser large, quoi, en fait, à publier plein de titres et à voir lesquels allaient survivre. Voilà, bon. Moi, je trouve ça dommage parce que pour moi, un éditeur, il doit choisir des bouquins et publier des bouquins auxquels il croit et pas juste essayer d'avoir le plus long linéaire possible dans une librairie pour avoir une chance que ces livres soient choisis, quoi. C'est une stratégie commerciale qui, je pense, qui est un peu morbide et qui effectivement fait du tort aux auteurs. Mais bon, eux s'en sortent très bien, donc évidemment, ils vont pas changer de façon de faire puisque pour eux, c'est efficient, quoi. Donc, ouais, c'est compliqué, hein, on en discute vachement entre nous de tout ça, c'est vraiment c'est complexe, quoi. Mais voilà, je disais c'est brutal dans le sens où on est vraiment dans l'offre et la demande pure et dure, quoi. On n'est pas payé pour notre travail, enfin, je suis pas payé au taux horaire, loin de là. Je sais pas même pas quel il est mon taux horaire, j'en ai strictement aucune idée. Et puis voilà, moi maintenant j'ai eu de la chance assez rapidement, c'est-à-dire que bon, ma première série n'a pas du tout marché, mais la deuxième que j'avais faite avec Christophe Beck, qui s'appelle Carthago, qui continue encore d'ailleurs, bah, elle a bien marché en fait. Dès le premier tome, ça a plutôt bien marché. tout à fait. Et voilà, donc ça m'a permis de me faire un peu connaître. Après, j'ai eu la chance de faire un 13 Mystery avec Yann, donc ça m'a permis aussi d'être un peu plus connu. Bon, après, je fais Fils du Soleil qui a pas marché, enfin, pas terrible, quoi. Moi, j'étais content de ce bouquin, mais bon, il n'a pas bien fonctionné. Et puis voilà, donc j'ai vraiment eu, avec la Horde, voilà, ça se passe vraiment bien. Donc j'ai vraiment eu globalement beaucoup de chance dans ma carrière, quoi. Mais bon, j'ai plein de copains qui bossent énormément aussi et ça se passe pas comme ça et c'est dur, ouais. C'est clair que c'est dur. Pareil en imaginaire, Alain. Toi, ce qui est bien, c'est que tu as connu aussi le début et le non-succès avec La Zone du Dehors. Oui, bien sûr. Et la première édition a été très peu lue, en fait. Et c'est grâce à la Horde du Contrevent qui a permis de faire découvrir plus tard La Zone du Dehors. Donc, toi, tu es passé aussi de l'ombre à la lumière, entre guillemets. Mais c'est vrai que globalement, dans le milieu de la science-fiction française, c'est pareil. Il y a une précarité qui est assez monstre des auteurs français. Et puis, globalement, il y a une vraie réalité, c'est que personne ne vend. Ça veut dire que pour que les gens se voient un peu, maintenant, ce qu'on appelle un succès ou un livre qui a bien marché, c'est 3000 exemplaires, grand format vendu. Donc ce qui est strictement rien. Un gros, très gros succès, c'est 10 000 exemplaires vendus dans une année, en grand format. Et c'est vrai que quand on commence à voir qu'on regarde les chiffres de vente et les tirages et autres, on se rend compte que finalement, c'est très dur pour une grande majorité d'auteurs. Et heureusement, quand même, dans ce système-là, il y a quelques auteurs qui marchent très bien. On a cité Pierre Bordage avant, il y a toi, Alain, maintenant. Même si c'est Bernard Werber qui est toujours entre guillemets numéro 1 depuis 20 ans, donc ça, ce qui est intéressant, c'est Ça, c'est sûr. Bah ouais.
certains sont toujours dans les tops, mais tu le vois aussi, puisque c'est un milieu qui est quand même le milieu de la science-fiction française, un milieu très sympathique et très familial, encore plus que Ouais. le polar, qui est devenu très difficile puisque ça marche bien. Mais tu le vois aussi très bien quand tu es en dédicace, un truc tout simple. Quand tu es en dédicace, tu as 100 personnes qui attendent, alors que pour d'autres auteurs, peut-être 2 ou 3 personnes attendent, quoi. Ouais, c'est très cruel, hein. Moi, je l'ai vécu aussi aux Utopia sur la Horde. J'avais une personne que c'était un pote pendant 1 heure à la table et à côté, tu avais Pierre Mordage avec des fils de 5 ans. Mais, mais c'est bien, ça t'apprend aussi à relativiser le succès au sens où, tu vois, la zone dehors qui était vendue à 500 exemplaires, hein, c'était comme ça au bout de 5 ans, qui maintenant doit être à 150 000. C'est le même livre, hein. C'est le même livre, mais sauf qu'entre les deux, il y a eu l'ordre du contrevent qui a, qui a jeté le projecteur dessus. Donc il y a des excellents livres qui sont vendus 500, 700, 1000 exemplaires, qui mériteraient d'en vendre 100 000 et qui n'en vendront jamais 100 000 parce que le projecteur n'a pas été placé au bon moment, au bon endroit sur ces personnes-là. Et ça, c'est dingue, quoi. En tout cas, il n'y a aucune corrélation ou très très rarement des corrélations entre le niveau de vente et la qualité des livres, quoi. Ça, c'est vraiment quelque chose que tu apprends. Enfin, à part pour nous, hein, mais sinon, ouais, apparemment. Sinon c'est rare. Non, mais dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux faire énormément de ventes comme Bernard Werber ou Musso, etc., avec des livres qui, pour moi, sont juste illisibles tellement ils sont mal écrits, hein, comme Werber encore plus que Musso, quoi. Et donc, tu as ce truc-là, c'est-à-dire que malheureusement, le nombre de ventes ne témoigne de rien. Et inversement, tu as des livres qui ont très peu de ventes et qui peuvent être extraordinaires, quoi. Donc, en tout cas, c'est pas un marqueur. C'est pas un critère. C'est pas un critère. Tu as des livres très mauvais aussi qui se vendent pas et tu as des livres très bons qui se vendent. Mais voilà, globalement, tu peux pas t'en servir comme un critère comme un signe de qualité, en tout cas, ça c'est sûr. Mais la précarité, elle est très grande aussi. Je pense On qu'elle parle est pas plus assez. encore pour les auteurs bon, il de faudrait SF, parler hein. des auteurs de poésie et de théâtre où là, Oh moi, là, je pense oui, que c'est le d'accord, pire du pire. ouais. Quand tu vends 200, t'es vraiment content, quoi. Mais tu as aussi des choses incroyables dans les essais, hein. Moi, les taux, je ne savais pas, mais les taux de droit d'auteur dans les essais, c'est 5, 6, 7%. Voilà. Tu vois, tu es sur des taux extrêmement bas, quoi. Donc, moi, je pense que c'est pas possible de descendre à 5 comme ça. Mais si. Donc, même les taux, je veux dire, en littérature, avant, c'était plutôt 10%. On va dire, il y a 20 ou 25 ans, un taux normal était à 10%. Aujourd'hui, je crois que le taux normal est à 8%, tu vois. Donc, il y a une dégradation. Mais voilà, on le sait très bien. C'est vrai que ce système favorise la surproduction parce que la surproduction fait travailler les distributeurs en réalité. Et c'est eux qui continuent à vivre mais ça n'avantage ni les libraires qui ne savent plus où mettre les livres et comment les vendre, ni les éditeurs, ni les auteurs. Ça n'avantage que la chaîne de distribution, en fait. Ah, toi, tu penses que c'est plus au niveau de la distribution que ça s'est joué, c'est les ouais. seuls qui gagnent de l'argent en réalité, vraiment, quoi. Ouais, Après, les éditeurs qui surnagent, mais moi, le mien, ça a l'air d'aller. oui. Dès le cours, ça va. Mais parce qu'il a aussi sa diffusion-distribution, non? Je veux dire, il a la diffusion, mais pas la distribution. on va pas parler des Après, c'est une grosse boîte. Hein, Delcourt, c'est devenu une grosse boîte. Hein. C'était une petite boîte, puis c'est devenu une grosse boîte. Ouais, c'est le numéro 2 ou le numéro 3 de la BD au niveau national, hein, donc c'est devenu lui, il te dirait que c'est le numéro 1. Hein, numéro 1, ouais. C'est devenu une grosse boîte. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit maintenant, et ça, récemment avec le podcast C'est plus que de la SF, dont Alain connaît, j'ai pu interviewer Mathieu Bablet, qui est donc Ah oui, ouais. Silicium, et j'ai pu interviewer Denis Bajram pour Inhumain. Et c'est intéressant parce qu'on se disait que maintenant, il y a la vraie question, elle est de l'événementialisation. Ça veut dire qu'il faut arriver à événementialiser son album, son œuvre. Et ça passe par les réseaux sociaux, ça passe peut-être par des gens comme par YouTube aussi, ça passe par de nouveaux biais qui sont pas du tout, enfin en tout cas les auteurs et les créatifs sont pas du tout formés à ça. Quand tu es auteur de BD, tu n'as pas le temps. Quand tu es auteur de roman, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps de faire ça. Et c'est vrai qu'on se rend compte que maintenant, il faut événementialiser. Un truc tout simple, moi j'ai pu lancer le magazine Book sur Dune cette année. Bon, c'est un grand essai avec des illustrateurs de BD et avec des auteurs de SF qui analysent Dune. Donc c'est un 256 pages. On a fait un financement participatif. On a récolté 120 000 euros. On en a prévendu 5 000. Et en fait, moi je me suis bien rendu compte en faisant la communication de mai jusqu'à maintenant, puisque le MOOC sort à la fin du mois, enfin le 19 novembre, que globalement, c'est grâce à ça, à événementialiser ce projet-là, à avoir amené des célébrités,
à avoir. On a eu Denis Villeneuve, on a eu voilà, Jodorowsky, on a eu vraiment des rockstars qui sont venus à l'intérieur. Mais tout ça a permis d'arriver à vendre plus. Ça veut dire qu'on en a prévendu 5300. On a plus prévendu de livres. On est que, donc cet essai-là, que 98% de romans de science-fiction française. Ouais, Et ça. tu vois, c'est ça qui est dingue. Et on se dit, nous, on fait juste une analyse d'œuvre de Dune, donc un roman qui est sorti en 65, tu vois. Qui est quand même connu. Hein. Et Il est quand même pas mal. le plus vendu, qui est un des romans de SF les plus vendus en France. Mais c'est intéressant de voir ça, quoi, de se dire que finalement, ça dépend maintenant. C'est aussi des questions de marque, c'est aussi des questions d'auteur. Dune, c'est une marque que tout le monde connaît. Damasio, ça devient une marque. Hein, voilà, maintenant. Ça y est, hein, tu vois, tu rentres dans un espèce de star system aussi. Donc il y a ça à prendre en compte maintenant, qu'on n'avait pas à prendre en compte avant ou à différents niveaux. Donc, D'ailleurs, nous, on vous l'annonce, on va faire koh avec Alain. Pour essayer d'avoir un peu plus de visibilité. la vraie question, c'est au bout de combien de temps il va y avoir une révolte dans le camp de koh parce que Alain va retourner le cerveau à tout le monde. On fait cuire l'animateur. Ça serait bien. On va faire un koh les auteurs, ouais, ça va être bien ça. Du coup, la Horde du Contrevent, volume 3, peut-être l'année prochaine, c'est ça qui est prévu? Ouais, fin d'année prochaine. Ouais. Fin d'année Il y en prochaine. aura un tous les 2 ans, à peu près à cette période-là. Après, Octobre, ouais. ouais, normalement, octobre 2021. Et puis, bah, voilà, après, on verra avec ce qui se passe avec le Covid et tout ça. Parce qu'au niveau, comment dire, on n'est pas sûr d'en mourir quand on l'attrape. Par contre, les bouquins, au moment où ils sortent du confinement, eux, ils sont sûrs d'y rester. Hein, ça. Donc, ouais. Ouais, moi je pense à tous les gens là qui ont sorti des bouquins juste avant le premier confinement ou là maintenant, ça doit être l'horreur, quoi. C'est-à-dire que tu as travaillé 1 an ou 2, ton livre sort et il est mort direct. C'est affreux. C'était dur pour le. Je pense que ce sera moins dur pour ça, parce qu'il y a un truc très simple qui est Noël. Et donc la fenêtre de Noël fait que Ouais, mais à Noël, les éditeurs sortent l'artillerie lourde, ils sortent Ouais. leurs titres qui comptent ou sur lesquels ils misent. Et ceux qui sont sortis là maintenant, bon, en même temps, on est en novembre, donc non, c'était les grosses sorties déjà. Donc, ouais, je sais pas comment ça va se passer. Tu Ça vois, va décaler les catalogues sur l'année prochaine. Bah, je pense que ça va être, je pense que les libraires, ils vont devoir augmenter la taille de leur librairie de 50% à peu près, je pense, pour suivre le programme. Mais ouais, ça va se bousculer au portillon, ouais, c'est clair. ouais, bah, dès qu'ils vont déconfiner, de toute façon, hein, ça va être assez. Enfin, moi, je pense quand même le point fort si on garde des choses positives, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de livres vendus depuis un petit moment. Ça veut dire que quand même les gens se sont précipités sur les librairies après le premier confinement et les stocks, en tout cas les ventes, sont très importantes cette année. Et beaucoup de libraires sont contents puisque les gens globalement, il n'y a plus de cinéma. Donc déjà, si tu veux, bon, il y a encore Netflix et à la maison entre guillemets, mais il n'y a plus de cinéma. Donc en fait, on se rend compte que les gens reviennent à la lecture aussi. Et bah, le fait d'être confiné pendant 2 mois a donné aussi envie aux gens de revenir et acheter massivement des livres. Avant le confinement, le deuxième confinement, beaucoup de gens, les librairies ont beaucoup vendu. Beaucoup de libraires disaient qu'ils avaient vendu comme une journée de Noël, quoi. Tellement les gens venaient pour se réveiller avant. Donc ce qui est intéressant, c'est que quand même le livre, en tout cas chez nous, en France, résiste. Et grâce aussi aux libraires. Et tu vois, grâce à cet amour pour le livre qu'on a aussi en France, qui est très différent. Par exemple, aux États-Unis, il n'y a quasiment plus de librairie. Enfin, maintenant, voilà quoi, on est dans autre chose. On est dans autre chose. Donc voilà, ça aussi, c'est assez intéressant. Mais c'est vrai que pour tous les petits en tout cas les auteurs moins connus ou qui n'ont pas bénéficié d'une grande sortie promotionnelle, c'est très très dur. C'est très dur parce que, comme tu dis, un livre sort, tu ne vends rien ou tu vendras très peu et bon, bah, c'est compliqué. Si c'est au moment, oui, et si tu tombes au moment où les librairies sont fermées, c'est l'enfer. C'est vraiment ça. Et toi, Alain, alors, ta prochaine nouveauté, ce sera pas, je te parle pas de livre, mais ta prochaine actualité, qu'est-ce que ce sera? C'est la tournée de concert, hein, c'est avec Yann Péchin, donc ça c'est vraiment ce qui va être chaud ces prochains mois, jusqu'à vraiment l'été prochain, je pense, peut-être même après. Donc tournée de concert, il va y avoir des surprises aussi avec Ron. Il y a 1 ou 2 titres qui vont sortir dans le prochain album de Ron qu'on a fait ensemble, enfin qu'on a fait. C'est cool, ça. Ouais. Il y a même un érotique qui sort dans le prochain album, donc ça c'est quand même quelque chose. Voilà. Et sinon, bah, j'ai pas de nouvelles sur la série télé, ça avance tout doucement.
Et la série radio, j'ai du mal à avancer moins. Donc voilà. Donc il n'y aura Faire pas beaucoup de nouvelles un a roman priori. jeunesse? Tu vas faire quelque chose sur la jeunesse, non? Tu vas pas faire un petit bouquin jeunesse? Ah si, un petit bouquin jeunesse qui sort, ouais, Novak et Scarlett, mais c'est un vieux texte, donc j'en parle même pas. C'est sympa pour ton Mais non, mais collaborateur. c'est bien, c'est mon premier texte pour adolescents, on va dire, en tout cas qui sort pour adolescents. Donc c'est intéressant ouais, d'avoir. Super. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a réussi à faire notre heure sans problème. On a même dépassé.